moi j'adore parler, mais c'est pas pour ça que les autres adorent ce que je dis. L'art ludique, ça c'était des grands désirs du groupe de recherche d'art visuel dont j'ai fait partie, et j'étais un des membres fondateurs, on était 6, et c'était de 60 à 68, on était près de 68 arts à fond, politisés un peu con, comme on était tous là. Mais nous, notre grande idée, c'était de faire participer le spectateur, donc de le faire jouer. Et les masques africains, tout ça, ils s'en sont foutus complètement, Braque, Picasso, Brancusi, tout ça, complètement de ce que pouvaient faire les artistes. Donc, ce qui est important, c'est ce que fait le spectateur. Donc, le jeu est à l'artiste de rendre le spectateur génial. C'est Robert Filiou aussi, je crois, qui disait ça. J'ai eu beaucoup plus de succès en Allemagne qu'en France, et je pense que c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis, et comme je mets beaucoup de dérision dans mes choses, ils peuvent mettre de la transcendance à la place, et ça se vend mieux quand même. Alors, moi, je m'impose plein de règles, plein de règles. C'est pas pour que ça soit une plus belle œuvre d'art, mais que ça soit une œuvre d'art avec le moins possible de génie, de transcendance, de quatrième degré, mais qu'il y ait des règles pour qu'une chose s'appelle art ou pas. Alors ça non. Mon père aimait beaucoup les artistes et il les surestimait, et donc je pense que j'ai eu envie d'être artiste. Alors pour être artiste, j'ai fait des tableaux, j'ai fait aucune école d'art, mais j'ai fait des œuvres. À l'heure actuelle, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est n'importe quoi. Donc, et c'est formidable. Et moi, j'adore cette confusion qu'il peut y avoir. Et comme je ne prends absolument pas la vie au sérieux, l'art, je le prends encore moins. Le premier tableau, je crois, que j'ai vendu, c'était à travers une petite galerie sous une librairie à Milan, qui était tenue par Manzoni et Castellani. Et ils ont vendu une œuvre à Fontana, qui était un type très charmant, que je n'ai pas connu, mais qui aidait les artistes. Et que Manzoni, qui est un type très, très intéressant, qui est mort très, très jeune, ne m'a pas donné le peu que lui avait donné Fontana. Je lui ai demandé de faire un échange et il m'a donné 2 boîtes de merde. Et ces 2 boîtes de merde, pour moi, sont des... C'est comme le maître étalon. Comme j'ai du mal à me débrouiller avec les euros, et alors maintenant que ma galerie à Milan voudrait me les acheter chacune pour 100 000 €, ça y est, je calcule tout en boîte de merde. Alors si aux enchères, mon œuvre fait 150 000 €, même pas 2 boîtes de merde. Et ça remet les choses à leur place pour moi, pour ne pas trop me gonfler. Et tout va bien comme ça, je ne me rappelle plus quelle était la question. Il m'a pris beaucoup de temps, mais donné suffisamment d'argent pour que je n'ai pas à vendre, à vivre de ce que je faisais. De faire des choses très radicales, bien sûr, quand on n'a pas le besoin de les vendre, c'est plus facile, c'est ce qui est arrivé à Duchamp, à Picabia et à beaucoup d'autres. En ayant tous les week-ends pour faire mes couillonnades, je passais plus de temps à faire de l'art peut-être que maintenant, où je suis sans arrêt à déconner comme ça et à faire une exposition et autres. Et on a moins de mérite d'être radical quand on a de l'argent par ailleurs,
Mais on a du mérite de continuer quand tous les gens ne vous prennent pas au sérieux, justement. On fabriquait des voitures d'enfants. Pour les voitures d'enfants, comme pour tout, il y a des modes et il ne faut surtout pas être trop en avance. En art, être en avance, c'est bien, on attend. Tandis que dans l'industrie, si vous êtes en avance de seulement 2 ans, vous ne vendez pas. Les autres ont vu ce que vous faites, ils disent c'est pas mal, les autres se mettent à le faire, ils le vendent alors que vous avez arrêté de le fabriquer. Donc c'est une stratégie très différente du marché de l'art ou de la voiture d'enfant. J'avais envie de choses vides, dures, absurdes, mais peut-être à cause de mon éducation. Mon père était un supporter d'Alphonse Allais, il était abonné à l'Ours à Moelle, et il n'y a pas beaucoup de pères, il n'y en avait pas beaucoup comme ça. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il était différent des autres. C'est de ce côté absurde d'un côté, et puis de non-sensibilité, non-message, c'est-à-dire le moins possible. En 1953, j'ai fait l'œuvre la plus radicale. Sur un carré, il y a 3 lignes verticales, 3 lignes horizontales. Ça fait 16 carrés. Et cette œuvre, j'aurais dû me suicider après. C'était vraiment le jusqu'au-boutisme. Je ne me suis pas suicidé et il a fallu que j'attende des dizaines d'années pour qu'un musée allemand soit intéressé. S'il n'y avait pas eu l'Allemagne, je ferais toujours des voitures d'enfants. Oui, c'était pas les arts incohérents, comme j'ai vu après, qui ont duré, je ne sais pas, 6 ou 8 ans, formidables. C'était Alphonse Allais. Je me suis aperçu, même il y a une thèse, un catalogue d'une université de New Jersey qui s'appelle The Spirit of Montmartre et qui parle justement de ce salon des incohérents qui y a eu après la guerre de 70. C'était drôle, c'était pas un deuil national, c'est par les Américains que j'ai appris ça, mais il y a une période rabelaisienne. Et puis ensuite, ces incohérents où c'était contre tout ce qui était sérieux et qui était formidable. Ça a continué. Et le dada français, pas le dada Schwitters dur, qui est très bien, mais le dada absurde était la suite des incohérents, tout à fait. Et moi, j'étais là-dedans. Par mon père, j'étais abonné à Harakiri, bien sûr. J'ai à la fois le goût du presque rien, de ne pas déballer ses tripes, et donc une sorte comme ça, et absurde. Et absurde, bien sûr, parce que si c'est pas absurde, c'est horrible. Dans ma culotte, dans mon ménage, dans plein de trucs, mais je mélange pas. Qu'est-ce que c'est que les sentiments? Oui, moi, si je savais ce que c'était, eh bien, ça je crois pas qu'on puisse. Est-ce que l'humour, le désir de faire sourire est un sentiment? J'ai fait beaucoup de choses pour l'architecture, ou contre, si on veut. Et mon principe était de dire aux architectes, vous voyez, si vous voulez faire sourire votre architecture, si vous voulez vous faire du bien de vous-même, vous y arrivez. Je ne vous fais pas de dessin. Et si vous voulez vous chatouiller vous-même, et je vais montrer, vous voyez, je ne ris pas. Donc si vous voulez faire sourire votre architecture, il faut s'adresser à moi.
j'en sais pas d'autres. Ah oui, non, si, non mais il y en a qui font dramatique, mais c'est le système qui donne ça, et le spectateur le voit bien. Quelquefois, la moitié de l'œuvre est par exemple des grandes lignes comme ça, pire que Soulages, et puis de l'autre côté, elle continue dans des traits de crayon, et donc on voit que là, que ma virilité est tragique, et c'est du toc, c'est des pseudos, mais on peut le ressentir. Oui, c'est des faux semblants. Alors là, Bourdieu donne effectivement la vulgarité, c'est les goûts de la classe sociale, du groupe social en dessous de vous. Je vois pas ce qui est vulgaire, mais je vois ce que les gens considèrent comme vulgaire. J'arrive pas à trouver des choses qui soient vulgaires. Si je les trouvais, peut-être que j'aurais envie d'en faire, mais il n'y en a plus. Je regrette de ne pas avoir connu des gens de l'Oulipo, des gens d'Harakiri, des types comme Reiser, il y avait Topor aussi, il y avait... je me sentais tout près de ça, et un type comme Reiser, moi j'aurais aimé le connaître, il paraît qu'ils étaient très, très sympas. J'ai été ému quand un des locataires de Pérec s'appelait Morellet, avec la même orthographe, et elle avait peut-être vu de mes trucs, et ça lui avait donné cette envie. Non, ça j'aurais beaucoup... J'aurais été à Paris, j'aurais connu tous ces gens-là, mais qui étaient beaucoup plus près de moi que près des arts plastiques qui se faisaient à ce moment-là. L'aspirant habite Javel plutôt que Javel habite en spirale. Mais j'ai été plus loin avec les palindromes qui sont bien plus difficiles. Et quand je donne des titres à mes œuvres, j'essaye d'en trouver. Essayez donc, vous verrez. Mais avec l'anglais, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas des deux, là, et des œuvres de néon qui viennent, comme il y aura à Beaubourg, et qui traversent une salle de l'infini à l'autre infini, c'est No End Neon. Et mes œuvres récentes, je les ai appelées Senile Lines, des lignes séniles. Non, de jouer avec les mots, moi, c'est même une obsession. Ça me ravit, mais ça m'empêche d'aborder des choses sérieusement. Et je crois que quand on arrive à la fin de sa vie, d'être dans une superficialité comme ça, c'est assez formidable, je crois, pour les derniers moments. Je pense que j'ai été un peu indifférent dans la vie, un peu plus que la moyenne. Dernièrement, il y a quelques années, j'ai découvert Cioran qui est formidable et qui dit que quand on perd la possibilité de l'indifférence, on devient un criminel virtuel. Oui, ça va assez loin de l'horreur de l'humanité. Ce sont les croyances, les millions de morts qu'il y a eu et qui vont rappliquer. Et donc, quand on est ce qui est très... moralement, c'est abominable d'être indifférent. On n'empêche pas de se noyer des gens qui se noient, mais en fait, c'est tellement moins dangereux que d'avoir une belle croyance et que s'il y a de la croyance et de l'enthousiasme, c'est des millions de morts à venir. J'ai fait quelques dessins un peu humoristiques sur une revue de Beaubourg et sur Mondrian. Et dedans, je dis que j'ai une telle dette envers Mondrian que je veux pas compter parce que je déposerai mon bilan. C'est pour vous dire. Non, c'est bien sûr un personnage et une œuvre extraordinaire.
ce qui est étonnant, c'est que les premières œuvres et les dernières sont les plus intéressantes. Et Sophie Zauber et Arp ont fait des œuvres en 18, coupées au massicot des carrés et collées au hasard comme ça. Exactement le mélange de la rigueur et de l'absurde. Rodchenko est un type formidable aussi. Et Mondrian a une fraîcheur, un peu de... Il a un côté touchant de puérilité. Il adorait le jazz et le boogie-woogie. J'aurais voulu voir, vous voyez la gueule qu'il a, j'aurais voulu voir danser le boogie-woogie, exposé en même temps que Mondrian. J'espère que je lui ferai, qu'on ne se fera pas de tort. Les artistes qui sont moins de tel prix sont très durs à vendre. Et alors j'arrive à ce point-là, je crois que c'est la célébrité, parce qu'il y a des gens qui m'achètent sans aimer ça. Alors ça m'ouvre 98% du marché. De mon histoire, j'ai pas d'histoire. De ma mort. Oh oui, ça va être funérailles nationales, j'espère. Les grands-mamans, les grands-mamans, c'est ceux dont je me souviens et que j'ai plus de mémoire. J'oublie même quelquefois que j'ai plus de mémoire, et ça c'est grave.